Good morning poker. Bienvenue dans ce troisième épisode de Poker Instinct. Aujourd'hui, nous allons parler du facteur de base qui est le stack, c'est-à-dire les différents tapis que chaque joueur a devant lui, les jetons si vous préférez. On a besoin de catégoriser les stacks en fonction de son propre stack et des adversaires. C'est d'autant plus vrai en tournoi où on ne peut pas se recaver et où quand on a un stack insuffisant, un certain nombre d'options qui étaient possibles avec un stack plus important n'existent plus. Donc tous les stacks supérieurs à 100 BB sont des monster stacks. Et donc ça va changer notre comportement. On va notamment ouvrir davantage de mains en position que si on avait un stack moindre. Ensuite, on va tenter de voler davantage de blindes. Et puis, on va mettre la pression sur les stacks moyens parce que ils vont avoir tendance à folder dès lors qu'on va miser parce qu'ils auront peur de se faire éliminer par un plus grand stack. Et pour les petits stacks qui jouent leur survie dans le tournoi, il ne faut pas hésiter à faire un coin flip, par exemple As-Roi suité contre paire de 8. Donc si vous sentez que vous êtes dans une situation de coin flip avec un petit stack, il ne faut pas hésiter à tenter la chose. Évidemment, si vous êtes un petit stack, au contraire, vous aurez tendance à folder, ce qui vous permettra d'augmenter encore votre stack. Si vous êtes deep stack, c'est un peu moins bien, vous êtes en dessous de 100 BB mais avec plus de 50 BB, vous avez un range qui va être plus ouvert avec des spéculatifs, par exemple des connecteurs suités. On verra dans le prochain épisode les différents types de range et comment on peut les manipuler et les nommer en tant que tels. Donc les connecteurs suités, par exemple 8 et 7 de cœur, et les connecteurs suités gapés, par exemple 8 et 6 de cœur, avec un trou au milieu, c'est pour ça qu'on l'appelle un gapé, ou des petits as suités, comme As-3 de cœur, ce qui vous permet d'envisager éventuellement une flush, mais une flush max, une couleur max. Les set mines sont aussi rentables quand on a un deep stack, c'est-à-dire quand on va rechercher à partir d'une paire, par exemple une paire de 8, on va rechercher à faire un brelan de 8 au flop ou plus tard. On appelle ça le set mine, puisque set ça veut dire un brelan en anglais, et mine comme dans mineur, donc on va à la mine pour essayer de trouver un brelan. Évidemment, le set mine vaut le coup si l'adversaire est capable de payer un montant conséquent. Donc un set mine est rentable à condition que l'adversaire ou les adversaires aient au moins 30 BB dans leur propre stack. Si par exemple l'adversaire n'a que 10 BB dans son stack, il vaut mieux aller au coin flip ou dans une confrontation plutôt que de chercher avec sa paire de faire un brelan. Aussi, vous pouvez faire des moves en 3 bêtes, bluff, c'est-à-dire que votre range de 3 bêtes, l'éventail de mains que vous allez utiliser en 3 bêtes au flop, il y aura des cartes qui seront spéculatives et qui feront que vos adversaires vont folder, par exemple des Broadway ou des petits as. Vous pouvez également inclure dans votre plan d'action des check raise, c'est-à-dire le fait de faire un check post-flop puis de relancer sur la mise de quelqu'un, les squeeze, c'est-à-dire le fait que une première personne a ouvert, une deuxième a call et vous faites un 3 bêtes dessus et vous avez le squeeze au limper également, vous avez 3-4 limpers et vous faites x8 ou x10 pré-flop
de manière à ramasser tous les limpers ou de n'avoir plus qu'un seul adversaire tout en étant en position. Le New York Back Raise, qui est que vous ripostez en étant l'ouvreur à un raise qui est arrivé après vous, et les doubles, voire les triples barrels, y compris les triples barrels bluff qui sont possibles. Et tout ça, c'est possible parce que vous avez un deep stack. Le problème, c'est quand votre stack descend en dessous de 50 bb, mais est quand même au-dessus de 30 bb. Là, vous avez ce qu'on appelle un stack compétitif. Là, il faut continuer des moves spéculatifs, mais il faut éviter les moves coûteux, par exemple les triples barrels, les 4 bet bluff, etc. Votre but quand vous avez un stack compétitif, c'est de redevenir deep de manière à pouvoir remettre dans votre arsenal de coups tous les coups possibles, pré-flop et post-flop. Et puis avec un stack compétitif, il n'y a pas besoin de faire de all-in en coin flip. Ça n'a pas de signification de mettre en jeu votre tournoi lorsque vous avez entre 30 et 50 bb. En dessous de 30 bb, vous commencez à avoir ce qu'on appelle un short stack. Bien entendu, si tout le monde est à 30 bb, c'est que c'est un tournoi un peu, on va dire, carnage, et auquel cas, tout le monde est en short stack, il va y avoir un certain nombre de personnes éliminées très rapidement. En tous les cas, quand vous avez un short stack, votre but, c'est d'éviter les moves coûteux, comme les 3 bêtes bluff, les check raise, etc. Parce que vous n'allez pas pouvoir suivre et vous allez vous retrouver all-in et commit dans le cours du coup et vous serez obligé de jouer les quelques blindes qui vont vous rester par rapport au fait que sur ce pot sera encore plus important que ce qui vous reste. Vous allez également resserrer votre range, donc votre range qui en deep stack intégrait tous les Broadway, un certain nombre d'as, etc. et des gappers suités, vous allez les éliminer. Donc par exemple 8 et 6 de cœur, vous n'allez plus le jouer. Et le bas des Broadway, par exemple, vous n'allez plus jouer Dame 10, vous n'allez plus jouer des cartes comme cela, qui sont extrêmement compliquées à jouer quand on a un short stack et qu'on risque d'être dans une main dominée contre Roi-Dame ou As-Dame. Il faut également éviter les ace-rag en position. Par exemple, vous êtes au cut-off, c'est pas la peine de jouer As-5 off dépareillé. Ça va vous consommer des jetons pour rien. Et puis, votre principal objectif quand vous êtes short stack, c'est de gagner un certain nombre de pots pour repasser dans un stack compétitif qui vous permet d'envisager de réintégrer dans votre arsenal un certain nombre de cartes de votre range. Et puis, vous pouvez envisager un all-in avec des premiums, comme par exemple paire de valet, paire de dame, paire de as, as-roi, as-suité, etc. Et puis là, vous êtes en dessous de 15 bb ou en dessous de 10 bb en fonction des tournois. Là, il faut que vous intégriez le push or fold, le POF. Il y a des tableaux. Il y a des tableaux pour savoir si les probabilités de faire all-in sont EV+ ou pas en fonction du nombre de bébés qui vous reste et des cartes que vous avez. Ce qui est clair, c'est que plus vous descendez en nombre de blindes, plus vous devez élargir votre range puisque vous allez être mangé par les blindes. Il y a aussi quelque chose qui est important quand vous êtes en push or fold, c'est que la position elle compte plus autant parce que en général vous n'allez pas avoir assez de jetons pour jouer toute la main post-flop sur plusieurs tours d'enchères
plusieurs barrels. Donc vous allez tout engager pré-flop en push. Il faut également tenir compte de la table. Si vous êtes sur une table où tout le monde paye tout le temps, où vous avez toujours quelqu'un qui a payé un all-in, même de plus que 15 BB, vous devez en tenir compte et là vous devez vraiment envoyer votre tapis avec de très bonnes cartes. En revanche, si la table est assez passive, vous pouvez envisager de faire un push avec un as rag, un petit as, comme as-3 offsuit, si tout le monde se couche systématiquement dès que quelqu'un fait all-in. Et puis, vous pouvez envisager un call sur si vous êtes en situation de call et que vous avez un grand stack, pour contrer un push or fold, en fonction du nombre de joueurs qui vont parler après vous. Et donc vous trouverez des tables d'ICM, de Independent Chip Model, pour les tournois, pour savoir quelle carte il faut push, la plus basse possible évidemment, en fonction de votre nombre de blindes qui vous reste. En résumé des stacks, vous devez tenir compte de votre stack dans votre décision et adapter votre mise en fonction du stack et également faire changer votre range en fonction du stack. Avec un stack monster, vous pouvez rentrer dans beaucoup de coups, vous avez l'ensemble des possibilités de l'arsenal des coups à votre disposition, en étant deep aussi, mais avec un peu moins de possibilités de coups, et notamment les coin flips contre les petits stacks. En compétitive, vous commencez à enlever un certain nombre de coups et vous commencez à enlever un certain nombre de cartes de votre range. En short, encore plus, ainsi de suite. Et en push or fold, vous activez le système de vous dire je vais aller à tapis. Ce qu'il ne faut surtout pas faire quand vous êtes en dessous de 15 BB, c'est d'attendre d'avoir une main premium parce que vous allez être mangé par les blindes et donc quand vous allez enfin toucher votre main premium, vous allez doubler peut-être 2 ou 3 blindes, ce qui vous sera totalement insuffisant, alors que si vous aviez tenté un push or fold avec par exemple 12 BB et qu'ensuite quelqu'un vous paye, vous passez à 24 BB et là vous commencez à vous rapprocher d'un short stack. Voilà pour le critère de décision des stacks. Le prochain épisode va parler des ranges, des éventails de mains. À bientôt!